Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Dessous de la littérature où l'on fête l'amour en cette semaine de Saint-Valentin et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un amour qui aura bénéficié d'une longévité exceptionnelle, d'un mariage de 52 ans et d'une correspondance amoureuse longue de 54 années. Je veux parler de l'amour entre Vladimir Nabokov, l'auteur de Lolita, et son épouse Vera. Pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, je vous propose l'extrait d'une lettre de 1926, précisément datée du 12 juillet. Je voudrais qu'il n'y ait absolument rien d'autre dans cette lettre que mon amour pour toi, mon bonheur et ma vie. Quand je pense que je vais bientôt te revoir, te prendre dans mes bras, je suis pris d'une émotion si merveilleuse que durant quelques instants, je cesse de vivre. Pendant tout ce temps, je n'ai rêvé de toi qu'une fois, et encore, de façon très fugace. Quand je me suis réveillée, je n'arrivais pas à me souvenir du rêve entier, mais je sentais qu'il contenait quelque chose de très agréable. Comme lorsqu'on sent avant d'ouvrir les yeux qu'il y a du soleil dehors, et plus tard, inopinément, vers le soir, alors que je repensais à ce rêve, j'ai soudain compris que cette chose si agréable, si délicieuse, qui était cachée dedans, c'était toi. Ton visage, un geste de toi, qui s'était glissé dans mon rêve et en avait fait quelque chose de radieux, de précieux, d'immortel. Je veux te dire que chaque instant de ma journée est comme une monnaie à l'envers de laquelle tu es gravé, et que si je ne me souvenais pas de toi à chaque instant, mes traits même changeraient. Un autre nez, d'autres cheveux, un autre moi, si bien que personne ne pourrait me reconnaître. Ma vie, mon bonheur, ma merveilleuse petite créature, il est tard à présent, je suis un peu fatiguée. Le ciel est chatouillé d'étoiles. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et voilà peut-être de quoi est entièrement fait notre immense monde rayonnant, de 4 voyelles et 3 consonnes. Alors je vous avais déjà parlé, dans un autre épisode dédié à la correspondance amoureuse, de l'amour fou entre Camus et Maria Casares. Amour mis en mots avec brio, tant d'un côté que de l'autre par 2 plumes passionnées. Et aujourd'hui, c'est surtout l'amour de Nabokov qui nous sera donné à voir, tout simplement car les lettres que Vera a adressées à son époux ont été détruites par ses soins. Mais en dépit de cette correspondance à sens unique, c'est bien d'un amour passionné, tendre aussi, et complice que cette correspondance nous donne à lire. Je vous propose donc un épisode spécial où leurs biographies seront entremêlées et où, en seconde partie d'épisode, vous pourrez retrouver l'histoire de leur union et quelques lectures de passages spécialement choisis pour cette occasion que je suis allée piocher dans leur correspondance. Vous verrez, l'amour ne se contente pas d'y être écrit avec un A majuscule, mais il se déploie en une infinité de motifs, tissés, tels des enluminures sur toutes les ramures de leur passion. Et avant de passer à leur biographie croisée, je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs et aux nouvelles auditrices, et à vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à présent, direction Saint-Pétersbourg en 1899, là où notre voyage du jour commence. Vladimir Nabokov naît le 22 avril 1899, donc à Saint-Pétersbourg, au cœur d'une Russie encore impériale. Vera Slonim, pour sa part, est de 2 ans sa cadette et née elle aussi à Saint-Pétersbourg en 1902. Lui grandit dans une famille aristocratique, libérale et profondément anglophile, où les livres, les langues et les idées circulent librement. Très tôt, l'enfant est plongé dans un univers plurilingue, le russe bien sûr, mais aussi l'anglais et le français, 2 langues qui deviendront plus tard des territoires littéraires à part entière. Elle est la fille d'Evsei Slonim, qui est avocat au barreau, mais se voit bientôt interdire d'exercer, car il est juif, et fait les frais de l'antisémitisme ambiant. Il faut rappeler, pour bien saisir le contexte, que depuis l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881, les pogroms, c'est-à-dire ces actes de violence à l'encontre des populations juives de l'Empire russe, qui peuvent prendre des formes diverses, d'assauts, de pillages, souvent de meurtres, s'étaient multipliés. Et dans le contexte pré-révolutionnaire du tournant du XXe siècle, plusieurs vagues de pogroms continuent, tandis que l'arbitraire et les discriminations sont le quotidien des juifs. Si je vous parle de ça, c'est pour vous faire comprendre que bien que Vladimir Nabokov et Vera Slonim soient tous les deux nés à Saint-Pétersbourg, ils grandissent dans un contexte social totalement différent. Lui, dans sa bulle aristocratique et immensément fortunée, elle, dans un quotidien bien plus rude et violent. Et son père, d'ailleurs, choisira de se tourner vers l'exploitation de bois plutôt que d'avoir à changer de religion.
Sur le quotidien de la petite fille en Russie, on sait finalement assez peu de choses et il demeure autour d'elle une sorte d'aura de mystère, comme plus tard d'ailleurs, quand elle choisira de détruire les lettres qu'elle a adressées à Nabokov plutôt que de les laisser intactes. L'enfance de Vladimir, quant à elle, se déroule dans un cadre privilégié, je l'ai dit, entre voyages en Europe, de la Côte d'Azur à Biarritz, et une éducation exigeante, nourrie de lectures précoces. C'est aussi à cette époque que naissent 3 passions fondatrices qui le suivront toute sa vie. La littérature, l'écriture et les papillons qui ne le quitteront jamais. De 1911 à 1917, Nabokov est élève à l'Institut Tenitchev à Saint-Pétersbourg. Il y affine son goût pour la poésie et publie à seulement 17 ans un premier recueil de poèmes. Mais cette jeunesse dorée est brutalement interrompue par la révolution bolchevique. En 1917, la famille Nabokov doit abandonner sa maison de la rue Morskaya. Et après un bref refuge en Crimée, l'exil devient définitif. En 1919, il quitte la Russie pour Londres, puis Berlin. Nabokov ne le sait pas encore, mais il ne reverra jamais sa terre natale. Du côté de Vera, la famille aussi sera en mouvement. Après quelques temps à Moscou, ils reviennent à Saint-Pétersbourg, désormais Pétrograd. Son père échappe de justesse à une arrestation nocturne et c'est pour cela que toute la famille s'enfuit. D'abord pour la Biélorussie, mais devant la progression de la révolution bolchevique, ils se rendent ensuite à Kiev. En 1920, ils s'installent à Berlin. La famille est ruinée. Le père de Vera tentera de remonter 2 différents négoces, mais ces derniers feront faillite dans le contexte d'hyperinflation de la République de Weimar. Entre 1919 et 1922, Nabokov étudie la littérature russe et française à Cambridge, tandis que Vera se voit dissuadée par son père d'étudier à l'Université technique de Berlin pour des raisons de santé. Pour sa part, elle travaille alors comme sténographe aux côtés de son père et elle montre une grande appétence pour la littérature. Après ses études, Nabokov s'installe à nouveau à Berlin. 1922 est donc un tournant pour Nabokov et Vera à tout point de vue. Déjà parce que le père de Vladimir est assassiné en mars lors d'une réunion politique, mais aussi, et surtout en ce qui nous concerne aujourd'hui, parce que c'est l'année décisive de leur rencontre, lors d'un bal de charité, le 8 mai 1924. Bal de charité à destination des immigrés russes où Vera apparaît masquée. Et il faut savoir d'ailleurs que Nabokov publiait déjà régulièrement des poèmes sous le pseudonyme de Cyrine dans la revue de l'immigration russe intitulée Roule. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'en fait elle le lit déjà. Elle a même découpé certains de ses poèmes pour les conserver. Elle le connaît notamment car elle a été engagée par cette fameuse revue Roule comme collaboratrice. Lui vient donc de perdre son père, mais il rencontre son âme sœur et le 24 juin, Nabokov, sous le pseudonyme Cyrine, lui adresse un message par l'intermédiaire d'un poème dans le journal. Il lui dédie, enfin en tout cas à V.S, le poème La rencontre, et je vous en donne la lecture. Le désir et le mystère, et puis le délice, vous sortiez d'un langoureux bal masqué à la troublante obscurité, passant le pont Gracile. Et la nuit s'écoulait, flottée dans le silence, emportée par ses courants de satin, masque noir au profil de loup, et vos tendres lèvres. Mon cœur, qu'a-t-il trouvé en vous pour autant s'émouvoir ? Et alors, dans votre infinie délicatesse, dans le galbe émouvant de vos épaules, ai-je revu une pâle esquisse des rencontres passées ? Et ce qui provoque la vibration de la flèche qui maintenant transperce ce poème, peut-être par pitié romantique voulez-vous l'entendre ? Je ne sais rien. Étrangement, le ver tressaille, une flèche au cœur. Et peut-être est-ce vous, celle que j'attendais, l'ingénue, vous, encore inconnue. Le chagrin n'avait pas encore versé de larmes, troublé les étoiles, rendu à la nuit des fentes du masque, vos yeux, encore illuminés. Pour longtemps, et pour toujours, au loin, où que j'aille, je m'efforce de sonder les étoiles qui ont scellé notre rencontre. Seriez-vous mon destin ? Le désir et le mystère et puis le délice, et comme pour une lointaine supplique, mon cœur doit encore voyager. Mais si vous étiez mienne. Débute alors un amour qui durera jusqu'à la fin de leur vie. Vera devient sa complice dans la vie comme dans la littérature. Elle est son bras droit, un bras droit d'ailleurs suffisamment sévère pour raturer lorsque quelque chose lui déplaît. Elle le corrige, elle le traduit. Ils se marient le 15 avril 1925. Il continue de publier poèmes, critiques et traductions dans la presse russe émigrée, mais ce sont ses romans qui le révèlent. Matchenka, La défense lougine, La chambre obscure, La méprise, et enfin Le don, publié en 1937. Ce dernier roman, son ultime œuvre écrite en russe, est souvent considéré comme l'un de ses sommets. Un livre foisonnant où se croisent la vie des immigrés à Berlin, l'histoire intellectuelle russe et la naissance d'une vocation d'écrivain.
En 1937, face à la montée du nazisme, Nabokov et sa famille quittent Berlin pour Paris. Mais l'exil devra se poursuivre. En mai 1940, alors que la guerre s'étend à toute l'Europe, Vladimir, Vera et leur fils Dimitri embarquent à Saint-Nazaire pour les États-Unis. Lorsqu'il arrive en Amérique, Nabokov n'est pas un écrivain débutant. Il a déjà derrière lui une œuvre dense et un roman prêt à paraître, La vraie vie de Sebastian Knight, son premier livre écrit en anglais, publié en 1941. Ce choix de la langue marque un tournant décisif, puisque désormais, Nabokov écrira en anglais. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il s'appuie aussi sur ses talents scientifiques et, en tant qu'entomologiste reconnu, spécialiste des lépidoptères, il travaille au Museum of Comparative Zoology de Harvard et enseigne la littérature au Wellesley College, puis à Cornell University. Ses cours, devenus légendaires, sont consacrés aussi bien aux grands romanciers européens qu'aux maîtres de la littérature russe. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans leur correspondance, puisque lorsqu'ils se déplacent et lorsqu'ils sont séparés, c'est-à-dire finalement assez peu au cours de leur mariage, c'est souvent parce que, justement, il part donner des conférences sur la littérature russe ou européenne. Et puis, en 1955, survient cet éclair, ce tonnerre, Lolita. Le roman paraît d'abord en France, en anglais, avant d'être publié aux États-Unis après une longue bataille juridique. Le scandale est immense, la notoriété fulgurante. Il se trouve d'ailleurs que, apparemment, c'est Vera qui aurait empêché Nabokov de détruire le manuscrit de Lolita, qui, à un moment donné, dans un moment de doute, il avait voulu jeter au feu. Mais bref, derrière le sujet, pour le moins sulfureux, les lecteurs attentifs découvrent une plume et une œuvre d'une virtuosité stylistique exceptionnelle qu'on retrouve, encore une fois, dans ses lettres. Je dis ça, je dis rien. Et Nabokov est désormais reconnu comme un grand écrivain de langue anglaise. Le succès de Lolita lui permet de quitter l'université pour se consacrer pleinement à l'écriture et à ses papillons. En 1961, Nabokov et Vera reviennent en Europe et s'installent à Montreux, en Suisse, dans une suite du Palace Hotel. C'est là qu'il mène ses dernières grandes aventures littéraires, avec la traduction monumentale d'Eugène Onegin, Feu pâle, roman labyrinthe aux allures de jeu d'échecs, mais aussi Speak, Memory, son autobiographie, Ada, ou encore Look at the Harlequin, où il revisite son propre mythe avec ironie et malice. Nabokov meurt le 2 juillet 1977, laissant derrière lui une œuvre traversée par l'exil, la mémoire, le jeu et la métamorphose. Et un dernier manuscrit inachevé, The Original of Laura, comme une ultime énigme laissée au lecteur. Et quant à leur amour, je l'ai dit, il est immédiat dès leur rencontre. Et la correspondance amoureuse que nous a laissée Nabokov permet d'ailleurs d'en témoigner. C'est une correspondance intense et aussi tendre, complice, passionnée, qu'elle peut parfois être quotidienne. Après leur rencontre en 1923 et avant leur mariage donc, Vladimir lui écrit « Oui, j'ai besoin de toi, mon conte de fées, car tu es la seule personne avec laquelle je puisse parler, de la nuance d'un nuage, du chant d'une pensée, la seule à qui je peux dire qu'aujourd'hui, en partant travailler, j'ai regardé en face un grand tournesol et il m'a souri de toutes ses graines. Il y a un minuscule restaurant russe dans le quartier le plus sale de Marseille. C'est là que je prenais mes repas avec des marins russes et personne ne savait ni qui j'étais, ni d'où je venais, et je m'étonnais moi-même d'avoir porté autrefois une cravate et des chaussettes fines. Les mouches tournaient au-dessus des taches de bortsch et de vin. De la rue provenait une fraîcheur aigrelette et la rumeur du port nocturne. À bientôt, mon étrange joie, ma tendre nuit. En 1936, il décide également que chaque lettre comportera un nom différent pour sa femme, dans une sorte de jeu romantique. Ça commence par Minou, le 2 juin 1936, ça se poursuit par des noms aussi étranges que Petit Vieux, si, je vous assure, Souriceau, mon petit oison, mon cher petit chien, mon petit singelet, mais aussi ma joie, Truffette, Gerboise, Boulinette, Katioucha, ma toute tiède, Amour, Petit Moineau, Petit Scounts et même Petit Moustique. Et bien sûr, on y trouve également les affectueux plus passionnés, ma tendresse et ma vie. Rassurez-vous. Ces lettres comportent également parfois des dessins et des illustrations, soit pour montrer le propos de ses écrits, comme un train ou une voiture lorsqu'il est sur le départ, soit à l'attention de leur fils Dimitri. Mais aussi des petits jeux délicieux, des mots croisés de son invention à la destination exclusive de sa femme. Ils s'échangent également des lettres chiffrées, pour le simple plaisir d'avoir leur propre langage secret à eux. Parfois, leur correspondance est également drôle, loufoque, comme cette fois où Nabokov est malade, mais s'enfuit de l'hôpital avec quelques amis complices. C'est une lettre datée du 11 juin 1944. Mon amour, cela m'a beaucoup rassurée d'entendre sa petite voix sonore au téléphone.
Je m'ennuie insupportablement de toi et de mon petit. Je suis complètement épuisée physiquement depuis ces derniers jours. Mais en ce qui concerne l'inspiration, tout va bien. Aujourd'hui, mon estomac a pour la première fois fonctionné pour de bon et sans cette faiblesse dans les entrailles. Je me sentirais parfaitement bien. La salle commune était une véritable cour des miracles. Il y régnait en permanence un bruit épouvantable composé des éléments suivants. Petit 1, les sons zoologiques d'une radio intarissable. Petit 2, les râles, les gémissements, les rugissements des malades dans un état grave. Petit 3, les conversations d'un bout à l'autre de la salle des malades en meilleur état, accompagnées de gros rires et de déambulations. Petit 4, le bruit incroyable produit par un demeuré de 16 ans, le bouffon de service, qui aidait les infirmières. Il grimaçait, piétinait, hurlait et entrechoquait exprès toutes sortes de récipients, faisait des plaisanteries et imitait les gémissements de certains vieux particulièrement mal en point, suscitant tout autour des rires bon enfant. Les infirmières essayaient constamment d'écarter les rideaux de mon box et se fâchaient en disant que, comme tous les autres rideaux étaient ouverts, mon pauvre tabernacle gâtait l'aspect général de la salle. À la fin de mon séjour, j'étais dans un tel état d'irritation que samedi matin, quand depuis la galerie où j'étais allée fumer, j'ai vu T.N. qui venait me chercher, j'ai bondi par la fire escape comme j'étais, en pyjama et robe de chambre, et je me suis ruée dans la voiture. Et nous avions déjà démarré quand sont accourues les infirmières aux folles furieuses, mais elles n'ont pas pu m'arrêter. Vladimir Nabokov écrira à Vera toute sa vie, toute leur vie commune donc, toutes ses aventures, à propos de ses œuvres aussi, de son rapport aux mots également, comme dans cette lettre de 1924 où il nous parle de ses liaisons amoureuses avec certains mots. Quand j'avais 17 ans, j'écrivais en moyenne 2 poèmes par jour, dont chacun me prenait 20 minutes. Leur qualité était douteuse, mais je ne cherchais pas à faire mieux, estimant que je produisais de petites merveilles, ce qui me dispensait de réfléchir. Maintenant, je sais que lorsqu'on écrit, la réflexion est bien un élément négatif et l'inspiration un élément positif. Mais que seule leur conjonction fait naître l'éclat blanc, le frémissement électrique d'une création parfaite. À présent, en travaillant 17 heures par jour, je ne peux pas écrire plus de 30 vers que je ne raillerai pas ensuite, et c'est déjà un pas en avant. Je me souviens comment, en proie à une exaltation brumeuse, dans notre bois de bouleau regorgeant de champignons, je choisissais des mots fortuits pour exprimer une pensée fortuite. J'avais des mots favoris comme reflet, transparent, et une curieuse propension à faire rimer rayon et riant, alors que j'étais très pointilleux sur les rimes féminines. Par la suite, et cela m'arrive encore maintenant, j'ai connu de véritables romans d'amour philologiques, pendant lesquels je câlinais un mois durant, et même plus, un mot particulier dont je m'étais tendrement épris. Ainsi, j'ai eu récemment une petite histoire avec le mot ouragan, tu l'as peut-être remarqué. Tout cela, je ne peux le raconter qu'à toi. Je suis de plus en plus fermement convaincue que the only thing that matters, la seule chose qui compte dans la vie, est l'art. Nabokov s'est éteint en 1977, et ses dernières lettres à Vera, forcément moins loquaces vu qu'ils ne se séparaient plus, célèbrent tout de même chaque année leur anniversaire de mariage. Alors à ceux qui croient ou voudraient croire en l'amour éternel en se demandant comment faire durer une union sur toute une vie, eh bien vous avez la recette. Chassez des papillons ensemble, émerveillez-vous de littérature, créez votre propre langage secret. Et surtout, écrivez-vous des lettres. À très bientôt dans les dessous de la littérature et bonne lecture.